Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV 78. Cette semaine, nous partons sur les bords de la Baltique, à Riga, en Lettonie. Ce pays, qui compte près de 2 millions d'habitants, est membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004. La Lettonie a adopté l'euro le 1er janvier 2014. Suite à la chute de l'URSS, la Lettonie proclame à nouveau son indépendance en 1990. Le pays fait ensuite le choix de se tourner vers l'ouest et d'adhérer à l'OTAN en 1999. Mais la culture russe est encore très forte dans le pays. Un tiers des habitants ont cette langue comme langue maternelle. Ici même, à Riga, ce chiffre monte jusqu'à 50%. Depuis la guerre en Ukraine, les tensions entre la partie russophone et la partie lettonne se sont ravivées. Mais pour comprendre d'où viennent ces frictions, regardons un peu en arrière. J'ai rendez-vous avec Gins Apal, un historien spécialiste du nationalisme letton. Zone Europe sur Sensation. Bonjour Gins Apal. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir ici au musée de l'occupation de la Lettonie, un lieu emblématique qui retrace l'histoire du pays. Alors la première fois que la Lettonie est devenue indépendante, c'était en 1920, avant elle faisait partie de l'Empire russe. Comment est-ce que le nationalisme letton est né ? La Lettonie a déclaré son indépendance en 1918. Mais vous avez raison, ce n'est qu'après 2 ans de lutte pour l'indépendance, période que nous appelons la guerre d'indépendance de la Lettonie, que la Lettonie est devenue véritablement un pays uni et libre en 1920. Quand vous posez la question de l'histoire politique du pays avant cette période, il faut bien comprendre qu'il a fait partie intégrante de l'Empire russe, en réalité pour une durée relativement courte. Historiquement, le premier État établi sur ce territoire a été créé au XIIIe siècle par des missionnaires européens, croisés et commerçants sous le nom de Livonie. La Livonie couvrait alors le territoire correspondant à la Lettonie et à l'Estonie actuelle. Cet État, en réalité une confédération, a existé pendant 3 siècles avant d'être morcelé par l'invasion du tsar russe Ivan le Terrible, puis démembré à nouveau pour devenir la propriété de la République des 2 nations et à l'Empire suédois. Sur cette base historique, la Livonie a été divisée en 3 provinces. Quand nous parlons de la Lettonie actuelle, la moitié du territoire, la partie ouest, a intégré l'Empire russe seulement en 1795. Et plus important encore, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les provinces baltiques ont conservé une autonomie significative pour leurs affaires internes et leur vie politique. On peut donc dire que le territoire letton a été absorbé pour devenir partie intégrante de l'État russe seulement vers la toute fin du XIXe siècle, conservant ce statut pendant environ 3 décennies.
ensuite, jusqu'en 1940, la Lettonie était une république avant que les troupes soviétiques reprennent le pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce que les Lettons ont-ils vécu cette Deuxième Guerre mondiale ? La Seconde Guerre mondiale est bien évidemment la période la plus douloureuse de l'histoire lettonne. Si nous prenons en compte les victimes de l'occupation soviétique et nazie, la population du pays, qui était de 1,9 million d'habitants en 1939, s'est réduite de 500 000 habitants. Environ 250 000 Lettons ont perdu la vie pendant la guerre, y compris la majorité de la communauté juive. Et 250 000 autres se sont vus privés de leur patrie pendant une longue période, emprisonnés ou déportés dans des terres lointaines de l'Union soviétique ou encore forcés de se réfugier en Europe de l'Ouest et y rester pendant des décennies. Et comment ensuite le nationalisme letton s'est-il manifesté pendant l'occupation soviétique ? Quand nous parlons du nationalisme letton, ce qui constitue un prérequis pour fonder et construire un État, nous fixons son émergence vers la moitié du XIXe siècle. La création de l'État letton en tant que tel est le résultat du mouvement nationaliste. Ce mouvement était bien sûr étatiste dans sa forme, car quand l'occupation est exercée par des forces étrangères, cela conduit à l'émergence d'un nationalisme non seulement englobant la survie d'une nation, d'une identité, d'une langue ou de la liberté, mais aussi du rétablissement de l'indépendance lettonne. Cela constituait d'ailleurs l'objectif final de tous les mouvements de résistance pendant la gouvernance soviétique et nazie. Puis ensuite, l'indépendance et en 1993, l'inauguration de ce musée de l'occupation de la Lettonie. Quel est le but de ce musée à l'époque ? La mission de ce musée a été définie autour de 3 missions principales. D'abord, pour se souvenir des victimes, ensuite pour commémorer le mal infligé à notre territoire et au peuple par des pouvoirs étrangers, et enfin pour faire découvrir notre histoire au monde entier. Voilà pourquoi les visiteurs et touristes étrangers sont les bienvenus ici. D'ailleurs, la plupart de nos visiteurs sont des touristes étrangers qui visitent la Lettonie. Nous invitons aussi tous les touristes français qui se rendent à Riga à venir dans notre musée. Et pour finir, vous, en tant qu'historien, j'imagine que c'est un lieu spécial pour vous, ce musée de l'occupation de la Lettonie. Eh bien, sachez qu'un journaliste du New York Times a récemment décrit ce musée comme un sanctuaire national. Nous essayons donc de maintenir la mémoire collective du peuple letton qui fait également partie de notre identité dans le XXIe siècle. Et c'est significatif en ce moment où la situation internationale est si difficile. Notre but est simple, rappeler ce qui s'est passé pendant les occupations autoritaires des forces étrangères, mais aussi expliquer pour le futur ce qui a motivé des gens à lutter pour l'indépendance et la démocratie. Merci beaucoup, Guy Nsapal, d'avoir été avec nous. Merci, monsieur. Je rappelle que vous êtes donc historien, spécialiste du nationalisme letton. Не шуми, луже зелений бараче, не плач, не журися, молодий козаче. Не сам же я плачу, плачуть карі очі, що нема спокою, ані вдень, ні вночі. Сусіди близькі, вороги тяжкі, Не дають ходити, дівчину любити. Я ж буду ходити і буду любити. Ще й до себе візьму, буду з нею жити. You can take it all away, you can take away my day. You can trample on my pride. You can make me run high. You can penetrate my heart, You can break it all apart. You can stop the summer breeze. You can bring me to my knees. ой, не шуми, луже зелений байраче, не плач, не журися, молодий козаче, не сам же я плачу, плачуть карі очі, що нема спокою, ані вдень, ні вночі. Nous
l'avons vu, les dissensions entre Lettons et Russes ne datent pas d'hier, mais depuis le conflit en Ukraine, la menace d'une nouvelle invasion hante les esprits. C'est dans ce contexte que les Lettons ont élu en octobre 2022 leur nouvelle Assemblée nationale, une élection remportée par le camp pro-occidental. Dorénavant, comment sera traitée la partie russophone? J'ai rendez-vous avec le nouveau président de la Seima, Edvard Smiltens. Zone Europe sur Sensation. Bonjour Edvard Smiltens. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir ici à la Seima, le Parlement letton qui a fêté donc en 2022 ses 100 ans. Après l'indépendance de la Lettonie dans les années 90, vous avez fait le choix, le pays a fait le choix de se tourner vers l'Union européenne et d'y adhérer en 2004. Quelle est votre vision de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Oui, bienvenue au Parlement de Lettonie, bien sûr. On a gagné l'indépendance et on a fait la route vers l'Europe, l'OTAN, vers les valeurs de l'Europe. Et ce sont les valeurs de liberté, de démocratie et d'indépendance. Ce sont les valeurs qui sont en danger maintenant, parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe à l'Ukraine et maintenant on doit être unis et défendre les valeurs qui sont les bases de l'Europe et qui sont les bases de la Lettonie aussi. Alors justement, depuis le début de l'attaque russe en Ukraine, on a un peu l'impression, vu de France, que l'Union européenne est plus soudée, plus unie qu'auparavant. Depuis le début, vous soutenez, vous, la Lettonie soutient activement, elle fait partie des pays qui soutiennent le plus l'Ukraine. Vous possédez 300 km de frontières avec la Russie. On l'a vu donc juste avant au musée de l'occupation. Vous avez déjà été annexé 2 fois par votre grand voisin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez à nouveau en danger? Vous savez, nous avons déjà dit pendant longtemps qu'est-ce qui se passe avec la Russie et nous avons l'histoire avec la Russie. La Russie ne change pas. Elle fait tout le temps la même chose. Et c'est-à-dire, on doit être unis pour défendre notre valeur. On doit être totalement unis pour défendre maintenant l'Ukraine, parce que l'Ukraine défend maintenant l'Europe. Et ce qui se passe à l'Ukraine, c'est quelque chose d'énorme. Je ne pouvais pas imaginer que c'est possible dans notre siècle, dans notre moment. Donc, cette situation a fait beaucoup pour l'unification de l'Europe et aussi pour l'unification de l'OTAN. Je pense que les décisions de Finlande et la Suède, ce sont historiques. La Suède qui veulent adhérer aussi à l'OTAN, qui ont fait la demande. C'était neutralité pendant 200 ans. C'est-à-dire, ce sont les décisions historiques maintenant, et c'est fait notre région, l'Europe, l'OTAN, plus durable et plus possible de défendre notre valeur maintenant. Donc, et c'est le moment qu'il y a justement blanc et noir. C'est-à-dire, quand la guerre a commencé à 24 février, 2022. Je n'ai pas dormi la minute. J'ai commencé à réagir, de faire toutes les choses dans mon poste avec mes collègues. Et la Lettonie était le premier pays à l'Europe qui a fait déjà c'était le 30 février. On a commencé les actions pour supporter l'Ukraine. Nous sommes été les premiers qui ont levé le drapeau de l'Ukraine à Riga. Et justement, après, c'était le 14 février, le président de l'Ukraine, il a demandé pour tous qu'il doit lever le drapeau comme symbole de support de l'Ukraine. On a fait déjà ça avant et on a commencé la semaine de support de l'Ukraine à Riga. Et déjà au 25 février, on a fait la grande manifestation en face de l'ambassade de Russie.
Et maintenant, la Lettonie, nous sommes les plus grands contributeurs si on compte de notre économie et combien d'habitants on a. Maintenant, nous sommes le plus grand contributeur de tous les secteurs de l'aide humanitaire, de l'aide militaire et comme ça. Et quand on se promène à Riga, on voit énormément de drapeaux ukrainiens dans les rues. La Lettonie a annoncé rétablir le service militaire obligatoire pour les hommes. Alors depuis qu'elle faisait partie de l'OTAN, ça avait été supprimé. Comment ont réagi les Lettons à cette annonce ? Je pense que les Lettons ont réagi adéquatement. C'est-à-dire, tout le monde a compris que maintenant c'est la période de comment dire, real politics. C'est-à-dire, c'est la période de politique de force, de force. Et ce n'est pas justement le fort diplomatique qui joue le rôle, c'est le rôle de chaque habitant. Chaque citoyen dans tous les pays qui peut faire le meilleur pour défendre l'Europe, pour défendre les valeurs de l'Europe et défendre son pays. C'est-à-dire quand même avec l'armée dans les mains. Parce que la Russie, ils ont cassé toutes les règles, toutes les lois internationales. Les actions criminelles, ce sont les plus grandes actions criminelles dans le monde qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été en avril déjà au Bucha, Irpin, Berdianka, à Kiev. J'ai vu avec mes yeux qu'est-ce qui se passe là-bas. J'ai beaucoup d'amis. Il y a des amis qui sont tués, mes amis ukrainiens. Les tragédies dans les familles avec les enfants, on ne peut pas imaginer qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, on doit faire tous pour faire la victoire pour l'Ukraine, pour faire que la Russie perde cette guerre et pour établir la position et la situation unie avec l'Ukraine. Je pense que maintenant, donc le drapeau de l'Ukraine, ce n'est pas justement le drapeau d'un pays. C'est le drapeau de courage, c'est le drapeau de valeur. Et maintenant, la Lettonie a fait la route de l'Union européenne, de l'OTAN. C'était facile si on met un autre par l'Ukraine maintenant. Il fait cette route avec le sang, avec les gens qui viennent à la guerre et il donne sa vie pour changer l'Ukraine, pour libérer l'Ukraine de l'Union soviétique et de gagner l'indépendance et sa place à l'Union européenne, dans l'Europe et peut-être aussi dans l'OTAN. Et la dernière chose, qu'est-ce qui se passe en fait? On a gagné l'indépendance après l'occupation de Russie, de l'Union soviétique, mais on sait que justement maintenant, l'Union soviétique est finie. Ce n'était pas fini dans le moment quand on a gagné l'indépendance 30 ans avant. C'est la fin de l'Union soviétique, justement au moment. Et cette fin est très dure, n'est pas facile, et les gens qui vivent dans l'architecture et de système de pensée dans le système de l'Union soviétique, il ne veut pas changer ça. Et c'est la bataille, c'est la guerre maintenant pour actuellement tuer l'Union soviétique dans la tête. C'est fini. Tout ça met le point de l'histoire. Et après ça, on pouvait regarder dans l'avenir et déjà
faire la vie dans l'avenir après tout ça. Cette guerre, elle a également des conséquences économiques très, très fortes. Avec l'inflation, en France, elle a atteint 6%. Chez vous, en Lettonie, elle a atteint 21%. Comment est-ce que vous faites pour tenir ce choc économique? Voilà, on connaît que la liberté n'est pas gratuite. Freedom is not for free. C'est mieux en anglais de dire. On connaît qu'on paye maintenant cet paiement de liberté. Ça coûte beaucoup. On essaye de faire... La Lettonie, Estonie, on paye plus beaucoup que les autres. On connaît ça, parce que toutes les routes de transit, tout ça est arrêté. L'import de ressources de Russie est arrêté et c'est bien parce qu'on ne veut pas financer les morts des enfants ukrainiens. Mais bien sûr, on essaye de compenser les problèmes économiques pour le citoyen de Lettonie. On essaye de changer l'économie, faire plus durable, indépendant, faire ouvrir nouvelles possibilités. Maintenant, on va faire la ministère de environnement et climat, donc c'est le ministère de climat et énergie. C'est-à-dire on concentre aussi vers les buts de France. On sait que M. Macron a parlé beaucoup de méthodes économiques, énergie, sustainable. Ouais. C'est-à-dire on va vers cette point. Merci beaucoup, Edward Smilten, d'avoir été avec nous. On a pu voir que vous parliez très bien français. Comment est-ce que vous l'avez appris? J'ai étudié 12 ans au lycée français de Riga, mais en fait, j'essaye de souvenir comment on parlait français. Parce que d'habitude j'ai parlé anglais ou peut-être dans l'autre langue et bien sûr letton tout le temps, mais j'essaie d'utiliser chaque possibilité chez Madame l'ambassadeur et tous les cas pour utiliser la langue française. Et je suis francophone et aussi c'est mon plaisir de faire la coopération avec la France. Eh bien, merci beaucoup, Edward Smilten, de nous avoir reçus ici à la Seima. Je rappelle que vous êtes le nouveau président donc, du Parlement letton. Merci beaucoup. Tu tik skaisti mani mīli, un tik slaidi putni slīd. Gaisā lido domas tādas, kas kā jāņtārpiņi mirgo. Pietiek mīlestības manas, diviem lieliem čemodāniem. Pliku likām būtu gana, 1,6 miljardiem. Cik mana laiva, kā kontinents laimi slīd. Tikai jūra un es. Nāc mani skaut, nāc mani skaut. La Lettonie compte, selon l'Organisation internationale de la francophonie, 20 000 locuteurs français. Ça représente 1% de la population ici. Faire rayonner la culture française, c'est la mission de l'Institut français de Lettonie. On en parle tout de suite avec la directrice Véronique Dussossois. Zone Europe. Bonjour Véronique Dussossois. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à l'Institut français de Lettonie, une institution qui fait partie intégrante des services de l'ambassade de France en Lettonie. Donc elle est chargée, votre objectif c'est de faire rayonner la culture française dans le pays. L'Institut donc donne des cours de français, à commencer donc par ces cours. C'est une langue plutôt appréciée des Lettons, le français ou pas? Oui,
Tout à fait. Alors, pour diverses raisons. Et ce que j'essaie de faire, c'est depuis mon mandat, je suis actuellement dans ma 4e année, c'est vraiment de diversifier les motivations pour apprendre le français. Donc, beaucoup de nos apprenants et qui sont souvent des apprenantes, c'est d'apprendre le français pour le plaisir, pour découvrir la culture, pour faire du tourisme en France. Et ce que je voudrais faire, c'est de promouvoir la France et le français comme une langue aussi qui permet d'ouvrir des opportunités de travail pour venir en France pour étudier, pour travailler et pour multiplier les échanges entre la France et la Lettonie. Alors la langue lettonne et le français sont deux langues assez différentes. Complètement. C'est pas trop dur pour les Lettons d'apprendre le français? Alors, c'est un peu difficile pour moi de dire parce que je suis pas lettonne, mais ce que je peux vous dire, c'est que la chose intéressante, c'est qu'on a de plus en plus de primo-débutants. Donc il y a une appétence pour la langue française, pour commencer à apprendre la langue française. Et je dirais qu'avec l'enseignement à distance, on a bien élargi notre public. Donc c'est peut-être difficile. De toute façon, l'apprentissage d'une langue, ce n'est jamais facile, surtout si on se lance dans un apprentissage sérieux et un investissement sérieux, mais en tout cas, il y a une appétence. Alors sur le site de l'Institut français de Lettonie, on peut lire que vous souhaitez mettre en valeur toutes les facettes donc de l'excellence française. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ça signifie, c'est vraiment mon objectif, qui est celui aussi du ministère, bien évidemment, parce que je suis diplomate de carrière, donc c'est vraiment l'objectif du ministère, c'est de faire briller la France dans les différents domaines. C'est-à-dire que, bien évidemment, la culture, parce que c'est quelque chose qui est reconnu. On va des Champs-Élysées jusqu'à vraiment toute la diversité de la culture française, mais aussi de montrer une France contemporaine. Donc en faisant, par exemple, on a beaucoup investi dans la réalité virtuelle, dans ce que la France sait faire dans la réalité virtuelle. On a aussi ce qu'on promeut, c'est aussi ce que la France fait dans le domaine du débat d'idées. Donc c'est vraiment les différentes facettes, la physique quantique. Donc c'est toute la diversité de la culture française. Et en particulier les choses qui sont peut-être moins connues, mais vraiment la France moderne. Alors la Lettonie, c'est un pays relativement peu connu en France. Quels sont les Français qui vivent ici ? Alors, j'avoue que je ne connais pas tous les Français qui vivent en Lettonie, mais je sais que pendant la période du Covid, il y a beaucoup de personnes, on a vraiment augmenté, la communauté française s'est accrue. Donc les raisons, parmi les personnes dont j'ai entendu parler, parce que ça c'est plutôt le travail du consulat, donc de ma collègue au consulat, mais alors ça peut être des liens familiaux, bien évidemment. Il y a des gens qui se sont installés parce que tout simplement avec la période du Covid et le travail à distance, la Lettonie c'est quand même, c'est un pays où on peut facilement travailler à distance, donc il y a beaucoup de raisons. Le télétravail est assez répandu ici. Le télétravail était en tout cas assez répandu, et pour les Français effectivement c'est un pays qui se trouve à quelques heures, très peu d'heures de distance de Paris, et il y a une qualité de vie qui est incroyable. Et donc, vous avez certainement vu Riga, beaucoup de parcs, très agréables. Alors parmi les missions de l'Institut français de Lettonie, il y a aussi de promouvoir l'enseignement supérieur français auprès des étudiants lettons. Vous pouvez donc accompagner ces étudiants qui souhaitent aller étudier en France ?
Absolument, absolument. Ça, c'est une des missions essentielles qui est plus une mission de l'ambassade plus que de l'Institut français. Je vais pas vous embêter avec les différenciations entre l'ambassade et l'Institut, mais effectivement, dans mon équipe, j'ai un volontaire international qui est chargé de la promotion de la coopération universitaire et de la recherche, et notamment, il est en charge du dispositif dit Campus France, et qui promeut les études en France. Alors ça peut se faire donc en Lettonie. Il y a 2 salons, 2 grands salons qui sont organisés, un au printemps et un à l'automne, en novembre. Et l'objectif, c'est de vraiment faire connaître les études en France, et la fréquentation est très bonne. Et puis par ailleurs, il y a une permanence qui est organisée pour ceux qui veulent s'informer de façon plus directe, pour connaître les dispositifs d'enseignement du français en France. Et aussi, on est en train de développer, alors ça, fort heureusement, la période du Covid est terminée, donc Solal, le volontaire international, se rend aussi dans les écoles pour promouvoir les études en France. Alors pour finir, j'aimerais parler aussi de cette exposition que vous organisez en ce moment. Elle s'appelle « J'aime tout ce qui est français ». Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept ? Je pense que le nom de l'exposition résume bien l'idée de ce qu'est cette exposition. C'est de trouver, alors certainement vous avez pu voir cette exposition, donc il y a à la fois les images de la France, des personnes qui se sont rendues en France, mais il y a aussi des points ou des choses que les personnes retrouvent en Lettonie et qui leur font penser à la France. Donc l'idée, c'est de bâtir les ponts et c'est de promouvoir encore une fois l'excellence, la qualité de la vie de la France et en France, et tout ce qui est j'aime tout ce qui est français. Et de montrer donc les similitudes qu'il peut y avoir aussi entre la Lettonie et la France. Merci beaucoup. Merci à vous. Dussossois d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Institut français de Lettonie. Et aussi la conseillère de coopération et d'action culturelle de l'ambassade. Mēs viena kokā sārī, viena mīns otram rāgī. Ja zinātu, ka varu visas vēlmes piepildīt, es lūgtu, lai tu arī nekavējies nāc man līdz. Zone Europe Mobilité. En 2022, Erasmus a fêté ses 35 ans. Le programme européen a permis à 12 millions de jeunes d'effectuer une mobilité et de partir vivre dans un autre pays. Certains Français, comme Antoine, Yaël ou Théo, ont fait le choix de la Lettonie. En cours à l'Académie des Arts ou à l'Université de Lettonie, ils nous racontent leur expérience. Pourquoi avoir fait un Erasmus à Riga, en Lettonie ? Je m'étais dit déjà, je préfère aller dans un pays que je ne connais pas. Je connaissais déjà un peu l'Espagne, donc Stockholm, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et ma mère m'a poussée à trouver d'autres écoles au cas où Stockholm ne me prenne pas. Donc j'ai cherché d'autres écoles grâce à un site qui m'a permis de trouver d'autres écoles d'art qui travaillent dans le verre. Et ce qui donc m'a permis de découvrir cette école ici. Tout d'abord parce que moi j'ai toujours été très intéressé par les pays de l'Est en général. Bon là c'est les pays baltiques, c'est pas exactement la même chose, mais il y a tout l'héritage de l'Union soviétique, etc. Moi ça m'a toujours intéressé, et puis c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de familles qui sont partis en Espagne, en Angleterre, même à Mexico. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver autre chose un petit peu plus intéressant. Moi je suis un pur sudiste, donc je ne jure que par le soleil. Et finalement, Riga, ça s'est présenté un petit peu comme un bon juste milieu où ça coûtait pas trop cher parce que maintenant, nous, les années à l'étranger à l'Angleterre coûtent très très cher vu que c'est sorti de l'Union européenne.
Et les pays scandinaves sont aussi très très demandés et au niveau des prix, ça monte très vite, très haut. Et donc finalement, Riga, c'était un mélange un petit peu entre une mentalité un petit peu scandinave et un moyen de parler anglais, à un prix pas excessif. À quoi ressemble le quotidien? Ma journée type, c'est, disons, métro, boulot, dodo, mais plutôt à pied. Je fais tout à pied ici, parce que les transports en commun, ils coûtent un peu cher, mais d'un autre côté, j'en ai pas vraiment besoin non plus. Et je passe une grande partie de ma journée à l'école quand je le peux. Je vais en cours le matin et la journée se termine vers, je dirais, peut-être 16h. Et après, en général, vu qu'on a des groupes Erasmus sur WhatsApp et ce genre de réseau, et on se dit, ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sortir boire une bière, boire quelque chose et tout. Et du coup, en général, oui, on se retrouve avec ceux qui sont là, etc. Et on se retrouve et ça dépend, des fois ça s'arrête tôt, des fois ça s'arrête tard. Et après, moi, j'ai aussi la chance d'être dans un espèce d'immeuble d'étudiants. Bon, il n'y a pas de Français, pas trop d'Européens, c'est que des Ouzbeks, donc des étudiants qui viennent d'Ouzbékistan. Et du coup, eux m'ont emmené plus, vu qu'ils connaissent bien Riga, parce qu'en fait, ils parlent russe. Et ici, 80% de la population parle russe. Et du coup, ils m'ont emmené un peu dans les boîtes de nuit typiques de Riga. On est mixé avec des Lettons dans les cours, donc ça permet de rencontrer des locaux aussi pour aller découvrir les places qui sont cachées des touristes. Et puis sinon, c'est en toute honnêteté assez peu de cours, on a une quinzaine d'heures par semaine grand maximum. Et c'est surtout beaucoup de voyages. Moi, je sais que le train ici, il coûte un prix dérisoire. Enfin, si je veux traverser le pays pour aller jusqu'à Daugavpils par exemple, aller-retour, je vais en avoir pour 15 € pour 3 heures de train aller et 3 heures de train retour. Et ça, c'est le paradis. On peut bouger partout dans la Lettonie en claquant du doigt. On a des vols pas chers pour aller en Estonie, en Lituanie, en Scandinavie. En quoi est-ce une expérience enrichissante? D'une part, ça permet de découvrir toute une autre culture et tout un autre pays que je ne connaissais pas du tout. J'étais jamais allée dans aucun des pays baltes, je m'étais juste arrêtée à la Pologne et la République tchèque, pas plus loin. Et c'est assez enrichissant parce qu'on découvre toute une autre culture, toute une autre langue. On découvre de nouvelles techniques de travail aussi. Par exemple, en cours, on travaille le vitrail, ce qu'on ne fait pas de nous dans notre école. On travaille le dessin académique, qu'on ne travaille pas du tout dans notre école non plus. Déjà, les rencontres, un maximum de rencontres. Et ça, c'est vrai que on ne peut pas sous-estimer ça. Parce que, pareil, en venant ici, je ne pensais pas du tout à rencontrer des étudiants qui viennent d'Ouzbékistan. Et je me suis dit, c'est quand même une chance d'avoir ce genre de rencontres. Et puis même, j'ai rencontré du coup, même ne serait-ce qu'à l'école, des Belges, des Finlandais, vraiment toutes les nationalités qu'on peut trouver, européennes en général. Et c'est vrai que du coup, toutes ces rencontres, ça me fait voir différentes façons de vivre. Et puis du coup, j'ai des contacts maintenant. Et puis même, j'ai déjà prévu si tu viens en France, je t'héberge. Si je viens te voir, je t'héberge. C'est vrai que du coup, ça fait un réseau immense. Elle est enrichissante par plusieurs aspects. Tout d'abord, en tant qu'étudiant, c'est une expérience qui est inouïe et qui est à faire parce qu'on sort de notre zone de confort, on va à l'étranger, on découvre quelque chose de complètement nouveau, on découvre une nouvelle culture, on découvre aussi une nouvelle façon d'enseigner, des profs qui enseignent d'une façon très différente de la méthode française. On découvre aussi des travaux de groupe très différents, on découvre aussi d'autres étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc on découvre énormément de nouvelles choses sur le plan culturel. C'est aussi évidemment hyper bénéfique sur le plan linguistique parce que rien qu'à Riga ici, on va pouvoir progresser donc en anglais, ça c'est certain. Mais pour ceux qui apprennent le russe aussi, c'est un moyen d'apprendre le russe. Un Erasmus à Riga, en Lettonie. Vous recommandez? Ne serait-ce que, pareil, découvrir une langue qui n'a absolument rien à voir avec que ce soit le français, l'espagnol ou même le polonais, ce genre de pays. Et l'architecture, ça peut être la ville de Riga est extrêmement fournie en architecture Art Nouveau. Et ne serait-ce que découvrir des bâtiments d'époque
donc pas forcément restauré, un peu abîmé, mais toujours aussi bien décoré. Ça peut être très intéressant si on est mordu d'architecture comme moi. Déjà, la pinte est à 3,50, donc pour une capitale, c'est assez intéressant. Et non, mais au-delà de ça, ouais, Riga, c'est bien connu pour... vu que c'est une très petite ville, on peut faire de bout en bout une demi-heure à pied. Donc c'est vrai qu'on peut se rendre partout, aller rejoindre des copains qu'on s'est fait la veille, sans aucune difficulté. Si on veut découvrir un petit peu la Scandinavie, mais qu'on n'a pas envie de dépenser des milliers des cents à Stockholm ou à Oslo ou encore à Helsinki, c'est le juste milieu parfait. On a de la forêt partout, on a vraiment moyen de découvrir un nouveau monde. Ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment un monde à part, un petit coin d'Europe perdu, loin des touristes, et qui est juste apaisant et en même temps très vivant. Zone Europe, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Bonne soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Zone Europe sur Sensation.